Nous vivons en cet instant un moment inédit. Pour la première fois dans cet hémicycle, vous allez pouvoir débattre et vous allez pouvoir voter sur notre politique de développement et de solidarité internationale. La loi que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui au nom du gouvernement est en effet une première dans l'histoire de notre République. C'était aussi un engagement du président de la République et il est aujourd'hui tenu. Avec cette loi, nous ouvrons une nouvelle ère, celle du contrôle démocratique de notre politique de développement et de solidarité internationale. Le temps d'une politique africaine qui regardait derrière nous, le temps d'une politique qui était davantage la gestion d'un héritage du passé, le temps pas si lointain, d'une politique qui se décidait dans l'ombre. Oui, ce temps-là, mesdames et messieurs les députés, ce temps-là est aujourd'hui révolu. Aujourd'hui, nous mettons fin à une exception qui n'a que trop longtemps duré. Cette politique de développement, nous la tournons donc vers l'avenir, vers le XXIe siècle, sans bien sûr renier les liens qui nous lient, et notamment avec l'Afrique. Mais nous allons écrire l'histoire du XXIe siècle. Nous allons tout au long de ces débats parler de finalité, de modalité, d'évaluation, de redevabilité, de grands principes. Laissez-moi tout d'abord vous parler d'humanité. Laissez-moi tout d'abord parler pendant quelques minutes de celles et ceux sans qui notre politique de développement n'aurait tout simplement aucun sens. Ce sont les héros quotidiens du développement et de la solidarité internationale qui, tous les jours, inventent, se battent, innovent, soulèvent des montagnes, bref, qui, tous les jours, contribuent à changer le monde. Je pense par exemple à Esther Madoudou. Esther Madoudou, c'est une sage-femme d'Ouganda que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui parcourt le monde pour dire à quel point l'engagement des sages-femmes africaines est extraordinaire au quotidien, dans des conditions horriblement difficiles, mais qui nous rappelle en permanence ce chiffre terrible. Il y a encore chaque année 300 000 femmes dans le monde qui meurent de donner la vie. Pour qui donner la vie, c'est donner sa vie. Je pense aussi à Julienne Lusenge. Julienne Lusenge, c'est quelqu'un que j'ai rencontré avec le président de la République en RDC et qui anime une association qui aide les femmes violées dans l'est de son pays à petit se reconstruire. Et elle a cette phrase terrible qu'elle nous a dite avec le président de la République à Kinshasa. Dans mon pays, le corps des femmes, c'est le champ de bataille des hommes. Je pense enfin à Arsène Adifon, qui dirige avec un engagement sans limite un centre de santé contre le sida à Cotonou, au Bénin. Et grâce aux efforts de tous, et notamment de la France et des Français, les 50 enfants qui sont nés dans ce centre de femmes séropositives, porteurs du VIH, eh bien ces 50 enfants, aujourd'hui, peuvent vivre sans être eux-mêmes porteurs de la maladie. Ce qui prouve concrètement que nous sommes près de retrouver enfin un monde sans sida. Ces hommes et ces femmes, ce sont les héros à la fois ordinaires et extraordinaires du développement et de la solidarité. Et c'est tout simplement la grandeur de notre pays que de les soutenir. C'est tout simplement la grandeur de notre pays que d'aider les femmes et les hommes des pays en développement à faire respecter leurs droits, à conquérir de nouveaux droits. Les droits civils, les droits politiques, bien sûr, mais aussi le droit à la santé, le droit à l'eau,
le droit à l'éducation, le droit à la santé sexuelle et reproductive et bien évidemment les droits sociaux. Mesdames et Messieurs les députés, cette politique de développement, c'est une politique essentielle à notre relation avec le monde. C'est une composante essentielle de notre politique étrangère. Rétablir la paix au Mali ou en Centrafrique implique de reposer sur 3 piliers: la sécurité, la démocratie et le développement. Car bien évidemment, il n'y a pas de développement possible sans sécurité. Mais il n'y a pas non plus de sécurité dans la durée sans développement. Cette politique, celle dont nous allons pour la première fois débattre aujourd'hui dans cet hémicycle, c'est donc une politique essentielle pour un monde en paix. Et c'est pourquoi, malgré le contexte budgétaire que vous avez tous en tête, nous avons, depuis 2 ans, stabilisé notre politique budgétaire en matière de développement grâce au financement innovant. Car tout simplement, nous avons une valeur essentielle. Nous ne voulons pas faire payer notre crise et nous ne ferons pas payer notre crise aux hommes et aux femmes qui vivent et qui parfois survivent avec moins de $1 par jour. Nous ne ferons pas payer notre crise aux plus pauvres de la planète. Ces moyens financiers, bien évidemment, nous avons le devoir, l'obligation de les utiliser au mieux. Nous le devons tant aux contribuables français qu'aux bénéficiaires de notre aide. C'est pourquoi nous allons tous ensemble, grâce à cette loi, faire des progrès déterminants dans le domaine de la transparence, domaine où jusqu'alors la France était, avouons-le, plutôt en retrait. Pour utiliser au mieux nos moyens financiers, nous allons également concentrer notre aide en Afrique subsaharienne et dans les pays de la rive sud et de la rive est de la Méditerranée. La moitié des subventions de l'État et les 2/3 des subventions de l'AFD seront fléchées vers les 16 pays prioritaires de notre aide. Mesdames et Messieurs, nous vivons dans un monde plus complexe. Nous vivons dans un monde où il n'y a plus le Sud, mais des Suds. Nous vivons dans un monde où il n'y a plus d'un côté les pays riches, les pays développés, et de l'autre côté le tiers-monde. Il y a des pays émergents qu'il faudra bien un jour finir par appeler des pays émergés. Et cette évolution, malgré toutes ses limites, malgré toutes les tensions qui en résultent, c'est une évolution positive, car elle a permis à des centaines de milliers de femmes et d'hommes de sortir de l'extrême pauvreté dans laquelle ils se trouvaient. Mais cette nouvelle donne nous oblige aussi à penser autrement nos interventions dans ces pays. C'est pourquoi cette loi fixe une nouvelle doctrine d'intervention dans les pays émergents. Dans ce monde plus complexe, l'État ne peut plus agir seul. C'est pour cela que la loi consacre le rôle des collectivités locales dans notre politique de développement et de solidarité internationale. Un groupe politique qui se situe à l'extrême droite attaque parfois en justice les collectivités qui mènent des actions de coopération décentralisée dans les pays en développement. Cela est tout simplement insupportable. C'est pourquoi j'ai voulu que la loi renforce la sécurité juridique de l'action des élus locaux. Ne pas agir seul, c'est aussi reconnaître le rôle des ONG, un rôle irremplaçable, qu'il s'agisse d'actions humanitaires ou qu'il s'agisse de développement. C'est pour cela que nous inscrivons dans la loi, aujourd'hui, le doublement sur le quinquennat de la part de l'aide qui passe par ces ONG. Et c'est pour cela que nous mettons en place, que nous remettons en place une instance pérenne de concertation, le Conseil national du développement,
et de la solidarité internationale. Ne pas agir seul pour l'État, c'est aussi s'appuyer sur les entreprises. Car il n'y a pas de développement sans investissement privé. Et nous voyons aujourd'hui l'émergence dans les pays du Sud de nouveaux entrepreneurs. Et nous allons les soutenir plus que nous l'avions fait dans le passé. C'est tout le sens d'ailleurs des initiatives que j'ai récemment proposées, soutenues et menées en faveur de l'innovation dans notre politique de développement. Dans ce monde plus complexe, c'est la notion même de développement qu'il nous faut revoir. Car ce dont il s'agit, c'est bien d'inventer un nouveau modèle de développement. Notre politique doit contribuer à résoudre cette équation inédite. Comment fait-on vivre 9 milliards d'êtres humains sur une seule planète en 2050, planète dont les ressources sont déjà terriblement dégradées? Écoutons les scientifiques, écoutons la Banque mondiale lorsqu'elle dit que le changement climatique non maîtrisé est un cataclysme. Connaissez-vous, mesdames et messieurs les députés, d'autres sujets sur lesquels la Banque mondiale parle de cataclysme? C'est précisément pour cela, pour faire de notre politique un levier vers un nouveau modèle de développement, que le premier article de cette loi précise que le développement durable est la nouvelle finalité de notre politique de développement. C'est pour cela que nous donnons la priorité aux énergies renouvelables, à l'agriculture familiale et paysanne. C'est pour cela, à l'inverse, que nous ne finançons plus de projets OGM. C'est pour cela que nous ne finançons plus de charbon. C'est pour cela que nous ne finançons plus de projets qui détruisent les forêts primaires. C'est pour cela que nous ne finançons plus de projets qui concourent à l'accaparement des terres. Et dans cette loi, mesdames et messieurs les députés, dans cette loi, le gouvernement se donne pour la première fois un nouvel objectif: réduire progressivement ses soutiens publics aux énergies fossiles, au-delà de ce qui a déjà été réalisé avec l'Agence française de développement. Le dernier point que je voudrais aborder, mesdames et messieurs les députés, c'est un point essentiel, c'est celui de la cohérence. La politique de développement, c'est bien sûr l'aide au développement, mais c'est tout autant la cohérence entre la politique de développement et les autres politiques publiques que nous menons. C'est tout autant la cohérence avec la politique agricole, avec la politique en matière de pêche, avec la lutte contre l'évasion fiscale, avec la politique commerciale et bien évidemment avec la question de la responsabilité sociale et environnementale de nos entreprises. Concernant la transparence en matière fiscale, je crois que vous connaissez et mon engagement et celui du gouvernement. L'objectif de l'aide, c'est de permettre aux pays qui en bénéficient de pouvoir un jour s'en passer. D'où l'importance du renforcement des ressources propres de ces pays, ce qui passe nécessairement par une lutte accrue contre l'évasion fiscale, dont les pays en développement sont la première victime. Et les travaux que vous avez menés en commission des affaires étrangères, mais aussi dans les commissions saisies pour avis, ont permis de renforcer le texte initial. Et je m'en félicite. Et je voulais ici très sincèrement vous remercier pour le travail que vous avez accompli dans ces commissions, dans un temps limité, qui nous permet de passer en première lecture avant la pause liée aux élections municipales. Et je voulais particulièrement remercier ici le rapporteur, Commission des affaires étrangères, Jean-Pierre Dufaux, et les rapporteurs pour avis,
Dominique Potier et Philippe Noguès. Vous avez été nombreux à déposer des amendements pour renforcer dans cette loi les dispositifs de responsabilité sociale et environnementale de nos entreprises dans les pays du Sud. Nous avons encore tous en tête les images terribles du Rana Plaza, cette usine au Bangladesh, dont l'effondrement a causé la mort de plus d'1 millier de personnes, 1 millier d'ouvriers et, devrais-je dire, d'ouvrières, car il s'agissait majoritairement de femmes. Je suis le petit-fils d'un mineur de fond du Pas-de-Calais. Et quand j'ai vu ces images d'hommes et de femmes en train de chercher dans les décombres de cette usine les corps de leurs proches, j'ai pensé à des catastrophes qui nous ont frappés, nous aussi. Par exemple, celle de Courrières, il y a un siècle, en France, où aussi plus de 1000 personnes avaient trouvé la mort dans ce qui fut un coup de grisou terrible. Aujourd'hui, nous devons réaliser des progrès sociaux, comme nous l'avons fait à l'issue de cette catastrophe. Vous le savez sans doute, après la catastrophe de Courrières en 1906, la France a instauré le repos hebdomadaire obligatoire. Aujourd'hui, il nous faut faire en sorte que cette catastrophe terrible du Rana Plaza soit l'occasion de progresser dans les normes sociales internationales. Car c'est bien évidemment à ce niveau-là que ça se joue. Nous sommes dans un monde où les chaînes de valeur, où les chaînes de production sont mondialisées. Avec cette loi, aujourd'hui, et dans les débats qui s'ouvrent dans les prochaines lectures, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au maximum, avec cette loi, nous allons ensemble étudier concrètement la possibilité de renforcer les dispositifs de responsabilité sociale et environnementale des entreprises françaises. Avec cette loi, nous allons étudier la possibilité de renforcer le devoir de vigilance qui incombe aux entreprises françaises, à leurs filiales et à leurs sous-traitants. Et nous contribuerons ainsi, j'en suis persuadé, à tirer la mondialisation vers le haut. Mesdames et Messieurs les députés, le projet de loi que nous allons voter aujourd'hui, c'est l'acheminement d'un long combat. C'est l'aboutissement d'un long combat de la gauche. Long combat qui n'avait jusqu'à présent pas trouvé son point d'arrivée. C'était un engagement qui n'avait jusqu'à présent pas encore été réalisé. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je pense à tous ceux qui, au fur et à mesure que ce combat a été mené, ce combat pour la démocratisation de notre politique de développement et de solidarité internationale, je pense à deux figures. La première, c'est Jean-Pierre Cot. Jean-Pierre Cot, qui, lorsque je suis arrivé en mai 2012, dans cette responsabilité, m'a envoyé un petit mot manuscrit. Et il m'a dit « J'espère que vous allez réussir là où j'ai échoué. » Et je sais que je peux compter sur son énergie. Je sais que peut-être il est arrivé trop tôt. Et aujourd'hui, ensemble, nous sommes en train de réussir ce qu'il n'avait pas pu faire à l'époque. Et je pense aussi, bien sûr, à Stéphane Hessel. Stéphane Hessel qui fut toute sa vie un militant infatigable de la solidarité internationale. Un militant qui, comme le disait lui-même, était le militant d'un monde ouvert et d'un monde plus beau. Alors aujourd'hui, je forme le vœu qu'en faisant pleinement entrer notre politique de solidarité internationale dans la République et dans les valeurs de la République, qui font que la France est reconnue partout dans le monde,
En faisant cet acte symbolique fort, nous contribuons, nous aussi, à rendre le monde plus beau. Je vous remercie. Merci.